Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo est la première de la playlist que j'ai nommée Effondrement de notre civilisation industrielle, point d'interrogation. Et j'insiste bien sur point d'interrogation, car même si j'ai déjà un avis sur la question, je n'ai, comme personne sur cette planète, toutes les connaissances qui me permettraient d'affirmer que mon avis est le bon à 100%. Dans la série de vidéos de cette playlist, je vais donc aborder divers sujets traitant du fonctionnement du monde sur lesquels je me suis penché pour arriver à me faire un avis sur la question: notre civilisation industrielle est-elle en train de s'effondrer? Le contenu de cette vidéo est principalement basé sur des entretiens ou des conférences de Jean-Marc Jancovici. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement à le découvrir. Je vous ai mis le lien de sa page Wikipédia dans les sources, mais vous trouverez facilement des vidéos et des conférences sur YouTube. Je ne suis expert en rien, je suis juste quelqu'un de curieux qui prend le temps de regarder de longues conférences, de longs entretiens, et je vais essayer ici de vous faire un résumé sur un sujet donné en vous donnant, comme d'habitude, les sources en description. Comprenez bien, mes vidéos n'ont pour but que de donner le goût à la recherche, et donc le plus important, c'est de prendre un petit peu de temps pour aller voir les sources sur les domaines où vous pensez manquer de savoir. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et j'y prends beaucoup de plaisir, car en plus d'essayer d'apporter des informations sur un sujet que je connais un peu, cela me permet de l'approfondir et d'acquérir de nouvelles connaissances. Pour cette première vidéo, je vais commencer par vous parler de la ressource naturelle dont notre civilisation est dépendante à tous les niveaux. J'ai nommé le pétrole. D'abord, voici quelques chiffres pour se rendre compte de notre dépendance à ce qu'on appelle parfois l'or noir. La demande de pétrole en 2023 était de 102 millions de barils par jour. 102 millions par jour. Le baril faisant environ 159 litres, cela fait 15 milliards de litres par jour. 15 milliards. Désolé si je répète deux fois les chiffres, mais c'est pour l'immersion, car quand j'ai vu ces chiffres lors de mes recherches, je me les suis dit deux fois. Alors qu'il en reste beaucoup ou pas, le pétrole est une ressource naturelle qui n'est pas renouvelable. Du moins, pas dans le temps de vie d'une civilisation, vu qu'il faut en moyenne 60 millions d'années pour sa formation. Donc tôt ou tard, il n'y en aura plus. Or, dans l'essor inédit de notre civilisation industrielle, l'énergie en est un des trois domaines clés. En 2021, le pétrole représente 30% de l'énergie primaire utilisée, devant le charbon 27% et le gaz naturel 23%. Sans lui, notre civilisation industrielle, avec tout le confort qu'elle nous apporte, n'est rien. Voici une liste pour se rendre compte de la réalité afin de bien comprendre les problématiques que nous allons rencontrer avec la diminution de l'accès au pétrole. C'est évidemment la première matière première des carburants qui alimentent les transports. En France, en 2022, le pétrole, c'est 91% de l'énergie utilisée pour le transport de personnes, de marchandises, pour les engins de chantier et de l'agriculture. Dans une moindre mesure, il est utilisé pour les chaudières industrielles, pour les fours à verre, aussi pour le ciment, pour l'acier. Même si dans ces domaines, c'est le charbon qui a supplanté le pétrole. Il sert ici à produire de l'électricité, chauffer des matériaux ou produire de la vapeur. Il est encore souvent utilisé pour le chauffage des logements individuels, des bâtiments ou des locaux du tertiaire. Mais le pétrole est bien plus qu'une ressource énergétique, il est présent absolument partout. La pétrochimie est présente dans la totalité de ce que nous consommons. Par exemple, les plastiques. Regardez autour de vous ou sur vous, ils sont incontournables. Les fibres synthétiques, le nylon, le polyester, l'acrylique, le spandex. Dans les résines, les caoutchoucs. Dans les cires, les solvants, les détachants, les détergents, les bitumes, les antigels, les peintures, les colorants et même dans les cosmétiques. Mais aussi dans les médicaments ainsi que dans les engrais, les pesticides, les herbicides, dans la construction, l'électronique, l'aéronautique, les huiles utilisées par les machines industrielles ou autres véhicules, les liquides de frein, les pneus, dans les produits alimentaires, les additifs, les emballages, dans les produits de la maison, les meubles, les ustensiles, les décorations, les équipements médicaux, etc., etc.
Nous passer partiellement du pétrole en tant que carburant est déjà un défi complexe, mais le remplacer dans toutes ses autres utilisations est un tout autre niveau. Il existe bien des alternatives, mais elles ont aussi leurs inconvénients. Voici quelques exemples. Nous pouvons utiliser des bioressources et de la biomasse renouvelable pour remplacer le plastique, les carburants ou ce qui découle de la biochimie. Mais cela sous-entend d'utiliser de la surface de culture disponible au détriment des surfaces de culture utilisées pour produire de la nourriture. Pour ce qui est des fibres, caoutchouc et résines naturelles, nous sommes aussi confrontés au problème de surface cultivable. L'utilisation de l'hydrogène pour s'en servir comme matière première pour la synthèse de produits chimiques ou carburants, mais il faut le produire car celui-ci est très peu présent sur Terre, juste sous la forme d'hydrogène. Il y a l'hydrogène blanc, présent en sous-sol, mais encore très peu exploité. Puis il y a l'hydrogène gris, qui est produit à partir d'énergie fossile, et donc producteur de CO2. Et enfin, l'hydrogène vert, celui produit par hydrolyse de l'eau. Mais la molécule d'eau est une molécule très stable, et c'est extrêmement énergivore de la casser pour en récupérer l'hydrogène. Évidemment, l'énergie utilisée pour casser la molécule d'eau doit provenir d'une énergie elle-même renouvelable. Maintenant que nous avons fait un peu le tour des diverses utilisations du pétrole, où en est-on de la capacité de production? Pour ce qui est du pétrole conventionnel, c'est-à-dire hors pétrole de roche-mère, le pic de production a été passé en 2008. Et pour la production mondiale, tout confondu, c'est 2020 plus ou moins 5 ans. Comme cela a déjà été le cas plusieurs fois, nous allons donc encore être confrontés à des chocs énergétiques. Pour ce qui est de la baisse de production, il y a deux effets. Un effet positif, car si la production baisse, cela réduira nos émissions de gaz à effet de serre, et un effet négatif, car comme nous venons de le voir, notre dépendance au pétrole est extrême. Pour le transport d'une part, mais aussi en tant que matière première. Et là, cela implique une baisse des échanges, de la production de biens, et par conséquent, une baisse économique structurelle. Et malheureusement, il y a peu de chances que les solutions alternatives au pétrole puissent contrebalancer cette diminution. Elles pourront l'amortir, mais ne pourront pas se substituer à la hauteur de ce que permet le pétrole. Pour les transports, le parc de voitures est d'environ 1,4 milliard de voitures. Les remplacer par d'autres types de véhicules, électriques ou autres, pourraient prendre entre 30 et 50 ans, avec tout ce que cela implique en termes d'utilisation de ressources pour les fabriquer, mais aussi en termes de pollution à la fabrication et en gestion des déchets. Bref, les remplacer à la hauteur de ce dont on dispose comme voiture actuellement semble quasiment impossible. Cela sous-entend donc une baisse du parc automobile. Il faut aussi prendre en compte la concurrence qu'il y a sur les marchés des énergies. Par exemple, pour l'approvisionnement en Europe, le pic de production de gaz en mer du Nord s'est passé aux alentours des années 2000. Pour le gaz qui vient de l'Algérie, elle a passé son pic de production en 2023. Et pour l'approvisionnement venant de la Russie, c'est devenu un peu compliqué à cause de la situation actuelle. Même si on continue à acheter le gaz russe à travers un intermédiaire qu'est l'Inde. Et oui, nous ne pouvons pas nous passer du gaz non plus. Et comme l'UE a interdit l'achat de gaz à la Russie, l'Inde l'achète à bas prix et nous le rachetons à l'Inde. Rigolez pas dans le fond, c'est pas drôle. Pour pallier à cela, il y a aussi le gaz liquéfié, le GNL. Mais comme il peut se transporter plus facilement autour du globe, il y a une grosse concurrence venant des pays d'Asie qui sont de très gros consommateurs et qui ont sécurisé leur approvisionnement avec des contrats à long terme, ce que les Européens n'ont pas fait. Nous ne sommes donc pas du tout assurés d'avoir de quoi pallier à la diminution d'approvisionnement actuelle. De plus, s'engager avec des contrats à long terme sous-entend que nous devrons en acheter sur le long terme, ce qui va à l'encontre des objectifs visant à décarboner l'économie. Ah bon, ça suffit maintenant, arrêtez de rigoler dans le fond. Pour la consommation d'énergie primaire mondiale, nous voyons que malgré l'arrivée des nouvelles énergies renouvelables, cela n'a pas fait baisser la consommation des énergies fossiles. Elles se sont rajoutées à la consommation habituelle. Au début de l'ère industrielle, pour alimenter les forges et les machines à vapeur, nous consommions principalement de la biomasse, puis du charbon pour la même utilisation, puis par la suite pour produire de l'électricité ou du chauffage. Par la suite, on a commencé à utiliser du pétrole principalement pour ce qui est des déplacements, puis de plus en plus pour la pétrochimie.
Et pour les énergies fossiles, il y a le gaz qui lui sert pour le chauffage, pour l'industrie et pour la production électrique. Enfin est venue l'hydroélectricité, le nucléaire et les nouvelles énergies renouvelables. À bien y regarder, depuis 150 ans, nous sommes donc sortis d'un monde à énergie renouvelable pour arriver à maintenant, où nous demandons comment y retourner, tout en gardant le niveau de vie auquel les énergies fossiles nous ont donné accès. Quelque chose me dit que ça risque d'être très compliqué, et pour l'instant, nous ne parlons que du problème de la diminution d'approvisionnement en énergie fossile. Il y a aussi derrière le problème de nos émissions de gaz à effet de serre qu'il faut que nous réduisions pour amortir au maximum les conséquences du réchauffement climatique. L'abondance d'énergie dans notre civilisation industrielle a eu une énorme influence dans son développement, et cela de plusieurs manières. Il faut bien comprendre que l'augmentation de la productivité du travail n'est due qu'à l'ajout de machines que les énergies fossiles ont rendu possible. Et de par l'arrivée des machines, les métiers ont complètement changé de nature. Par exemple, un agriculteur travaillait la terre, plantait et récoltait lui-même, alors que maintenant, il utilise des machines pour faire le travail qu'il faisait lui-même avant. La diminution de l'accès aux énergies fossiles pourrait donc entraîner un nouveau changement de nature des métiers. Pour ce qui est de notre système économique, il s'est construit sur l'idée que l'énergie était inépuisable. Vu que personne n'a payé pour la formation du pétrole, du gaz ou encore du charbon, au niveau économique, cela vaut zéro. Ce qui coûte de l'argent, c'est l'extraction. Et cela pose problème maintenant que la production et les stocks diminuent. Un autre problème au niveau de l'économie se pose normalement quand on produit moins d'un bien, son prix augmente. Mais cette élasticité prix-volume ne s'applique pas aux ressources essentielles au fonctionnement de l'économie. Exemple avec le pétrole. S'il y a moins de pétrole, le prix monte. Mais s'il y a moins de pétrole, il y a après coup moins de volume en transport, moins de production économique, moins de PIB, donc moins de consommation, et là, le prix n'a plus raison de monter. Si l'on prend le prix et la production du pétrole mondial, de 1960 jusqu'à 1974, la production augmente très fortement, mais le prix est constant. De 79 à 85, la production de pétrole est à peu près constante, mais les prix fluctuent. De 85 à 2005, la production augmente à nouveau, les prix aussi. De 2005 à 2014, la production est à peu près stable avec un prix fluctuant. Et de 2014 à 2020, la production réaugmente fortement avec un prix qui baisse. Il n'y a donc pas de corrélation entre le prix et la production. On peut en déduire qu'à l'avenir, même si le pétrole se raréfie, le prix ne va pas augmenter indéfiniment, mais va plutôt se traduire par de la destruction de PIB. Ce principe est vrai avec toutes les denrées essentielles au fonctionnement de l'économie. Pour ce qui est des régimes politiques, il y a une corrélation entre l'arrivée de la démocratie et la croissance, qui elle-même a été rendue possible par l'arrivée des combustibles fossiles. Le premier pays à se démocratiser en Europe a été la Grande-Bretagne, qui a aussi été le premier pays à utiliser son stock de charbon. Le problème, c'est que notre système économique est basé sur la croissance infinie, mais dans un monde avec des ressources finies. Ce problème est connu depuis longtemps, l'exemple le plus probant étant celui du rapport Meadows, The Limit to Growth. Pour l'économie, c'est différent. On peut faire croître le PIB avec l'augmentation des prix, mais c'est ponctuel au risque de détruire la demande. Donc le PIB peut monter sans pour autant y avoir d'augmentation de la production physique. Pour ce qui est physique, il ne peut pas y avoir de croissance infinie. Il y aura donc nécessairement une contraction. C'est inexorable, du fait de la limite des ressources naturelles. La crainte est que la diminution de la disponibilité des énergies fossiles pousse à la contraction de l'économie. Il est donc essentiel d'anticiper et d'organiser cette contraction plutôt que de la subir. Les problèmes politiques sont moindres dans un monde d'abondance énergétique que dans un monde en contrainte énergétique. Si la contraction est gérée, on peut espérer gérer l'affaiblissement de la démocratie. Mais dans le cas d'une contraction subie, sur le long terme, on peut craindre pour la stabilité de la démocratie. Petit aparté concernant l'indépendance énergétique de la France. Malheureusement, elle n'existera jamais. Car pour fabriquer des moyens pour faire de l'énergie renouvelable, comme les éoliennes, les panneaux solaires, les centrales nucléaires, les barrages, cela nécessite des ressources comme l'acier, le cuivre, l'aluminium, le pétrole, etc., etc. Et ça,
Nous n'en avons pas en France. Il nous faut donc voir de qui on dépend et pourquoi, et si l'on a un moyen de substitution si un fournisseur fait défaut. En d'autres termes, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier pour minimiser la vulnérabilité aux aléas. D'où l'importance d'organiser notre dépendance. Il y a, par exemple, un intérêt de dépendre de quelqu'un si ce quelqu'un dépend de nous pour autre chose. Serons-nous capables de remplacer le pétrole dans toutes ses applications tout en gardant les avantages qu'il nous apporte? Saurons-nous améliorer la durabilité de ce que l'on fabrique, ce qui sous-entend de se battre contre l'obsolescence programmée? Notre système économique s'est construit sur l'idée que nous disposions de ressources énergétiques et naturelles infinies, ce qui a engendré un système économique basé sur la croissance infinie qui nous condamne à produire toujours plus. Et comme vous le savez, la plupart des ressources que nous utilisons ne sont pas renouvelables, elles sont finies. Peut-être devrions-nous prendre en compte ce paramètre. À mon sens, à l'heure actuelle, il me semble que la meilleure manière que nous avons d'utiliser le pétrole qui reste, c'est de l'utiliser pour développer des choses qui nous permettent de ne plus utiliser de pétrole. Cela devrait être la priorité. Mais parle-t-on seulement de toutes ces problématiques dans le débat public? Non. Nous n'entendons tout au plus parler du problème des voitures thermiques et de leur remplacement. C'est donc à tout à chacun d'acquérir les connaissances sur ces sujets, et de s'en emparer et d'en discuter autour de soi. N'attendons pas un messie pour nous sauver, il ne viendra pas. Le savoir est une arme, servons-nous-en. Allez, il y a un peu d'utopie dans tout ça. Mais d'abord, je vais préciser ce qu'est une utopie, car beaucoup pensent que c'est un truc tellement irréalisable que c'est même pas la peine d'y réfléchir. Eh bien non, pas du tout. Bien qu'une utopie soit quelque chose d'irréalisable, c'est aussi quelque chose vers quoi on peut tendre, et donc une utopie mérite toujours réflexion. La rationalité et la logique me permettent de mieux comprendre le monde, mais c'est pas pour autant que je m'empêche de rêver, loin de là. C'est même un ingrédient indispensable grâce auquel je fais ce que je fais. Sur ma chaîne de SimRacing, j'ai récemment publié des chansons sur la base de 2 textes que j'ai écrits dans un blog il y a quelques années, et je l'avais nommé « Utopsie d'un rêveur ». Je vous mettrai le lien en description. Voici donc une utopie. Si j'étais un décisionnaire comme un président ou un méga riche par exemple, je lancerais un projet de développement d'une ville ou de plusieurs villages où l'on inviterait toutes les bonnes volontés qui ont des solutions à proposer pour les développer et les tester dans tous les domaines, comme le domaine technologique, politique, économique, social, éducatif, culturel, scientifique, environnemental, agricole. Et tout ça hors du système actuel. Ah oui, je sais, c'est une utopie. Et donc, ça mérite tout de même réflexion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à partager, liker et commenter. Portez-vous bien et à bientôt. Tchuss!